Sébastien Mlaredj qui est avec nous, président fondateur du cabinet de conseil Aman Risk Consulting. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. On va essayer de démêler un peu la situation, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe entre Israël et le Hamas et ces différentes annonces des deux côtés. Tout d'abord, Israël qui rappelle 60 000 réservistes sous les drapeaux pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et anéantir le Hamas, d'après Benyamin Netanyahou. Et pendant ce temps, il y a encore des pourparlers pour essayer un éventuel cessez-le-feu, ce qui est une cohérence dans cette situation. Effectivement, il y a des messages contradictoires, on va dire, qui sont envoyés. Il y a le Hamas qui a accepté la proposition des émissaires pour un cessez-le-feu. Là, on attend la réponse d'Israël, qui devrait peut-être intervenir aujourd'hui ou demain, mais on a quand même des signaux qui laissent montrer qu'ils ne vont pas véritablement dans le sens d'un cessez-le-feu, parce qu'ils commencent à changer leurs exigences par rapport à la libération des otages. Au début, ils étaient d'accord pour que ça soit fait en deux parties. Maintenant, ils considèrent que la libération des otages doit se faire directement et tous les otages doivent être libérés en même temps. Donc, c'est une manière, en réalité, de compromettre les négociations. Et parallèlement, comme vous l'avez dit, il y a le rappel des 60 000 réservistes. Ce sera 130 000 d'ici mars en plus. Oui, exactement. Et donc pour prendre la ville de Gaza, les opérations militaires ont déjà commencé au nord de Gaza, en réalité, pour encercler la ville. Et on voit en réalité la volonté du gouvernement israélien d'aller vers l'occupation totale de la bande de Gaza, en réalité. L'argument de Benyamin Netanyahou, c'est si on occupe le terrain, si on prend le contrôle de Gaza-Ville, on pourra éradiquer le Hamas. Sauf qu'aujourd'hui, Tsahal a militarisé 80% de l'enclave palestinienne. Si c'était ça la solution, elle aurait, entre guillemets, porté ses fruits depuis un moment. Donc exactement, et c'est pas ça la solution. Là, plutôt, c'est la recherche de Netanyahou de ce qu'on pourrait appeler une guerre continue, en tout cas d'essayer de faire prolonger la guerre pour maintenir son gouvernement et arriver aux prochaines élections législatives qui sont prévues en 2026. Donc d'ici là, je pense qu'il a tout intérêt à prolonger la guerre, et le fait d'avoir décidé officiellement de lancer son opération pour occuper la ville de Gaza va dans ce sens, tout en sachant que le chef d'état-major israélien était opposé à ce plan en raison du coût humain, que ce soit pour les soldats israéliens ou même la complexité de mener une telle opération dans un milieu où il y a presque 1 million d'habitants dans la ville de Gaza. Très vite, je reviens sur le rappel des réservistes. Ça va faire énormément d'hommes qui arrivent et on sent une démotivation, une fatigue de la part des hommes, des jeunes hommes qui sont appelés pour combattre, et ça va encore amplifier le non-soutien, la baisse de soutien de la population en Israël. Oui, exactement. Et on a vu la semaine dernière, il y a quelques jours, même pas une semaine, des manifestations à Tel Aviv qui ont réuni, selon les organisateurs, 1 million de participants, ce qui montre quand même que ce dossier gazaoui commence à peser sur l'intérieur de la société israélienne. Au début, on n'avait que les familles des otages, et maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur par rapport à la dimension, à l'aspect humanitaire que ce conflit provoque. Oui. Justement, l'aspect humanitaire, Gazaville, c'est à peu près 800 000 habitants, 1 million avec les réfugiés. Sans les estimations, on leur demande aujourd'hui d'aller vers le sud. Or, il n'y a pas assez d'infrastructures pour les accueillir. Là, le risque, clairement, c'est une aggravation de la situation humanitaire. Exactement, parce que la question qui se pose, comment l'armée israélienne va gérer 1 million d'habitants supplémentaires. Déjà, on connaît le contexte humanitaire dans la ville de Gaza. On parle de famine et d'autres éléments complexes. Et ça sera extrêmement difficile à mettre en place, en réalité. Et donc, la vie des civils palestiniens va être en première ligne. Israël approuve par ailleurs, en parallèle, un projet de colonisation qui couperait la Cisjordanie en deux. Ce projet prévoit la construction de 3 500 logements dans le cadre de l'agrandissement d'une colonie située à l'est de Jérusalem. Toutes ces initiatives de la part d'Israël, vous disiez tout à l'heure qu'on attendait la réponse de Benyamin Netanyahou sur les cessez-le-feu, mais en fait, toutes ces initiatives, est-ce que ce n'est pas déjà une réponse au final? C'est exactement ça, on a déjà la réponse et on voit clairement la stratégie israélienne sur le dossier palestinien. On a 2 opérations qui sont menées en parallèle, une à Gaza et la continuité de la colonisation en Cisjordanie. Et en réalité, c'est de torpiller toute possibilité de mettre en place un État palestinien viable. C'est une réponse indirecte également à toutes les initiatives, notamment l'initiative française, qui vise à reconnaître un État palestinien. Et là, en coupant la Cisjordanie en deux, donc on rend l'existence on coupe la continuité territoriale d'un futur État palestinien reconnu sur la scène internationale. Et même le ministre des Finances, Smotrich, qui est un extrémiste, a déclaré parfaitement lorsqu'il y a eu l'annonce de ce plan de colonisation que la mise à mort de l'État palestinien, c'était pas sur le plan des paroles, mais c'était concrètement sur le terrain à travers ce type d'opération.
Un mot avant de terminer sur les relations entre la France et Israël, qui connaissent de vives tensions en ce moment. C'est pas la première fois qu'il y a des tensions, mais là, le Premier ministre israélien accuse le président français d'alimenter le feu de l'antisémitisme. C'est un niveau d'attaque sans précédent. Oui, c'est une attaque quand même extrêmement violente vis-à-vis de la France. C'est pas seulement la personne du chef de l'État, c'est vraiment la France en tant qu'État qui est ciblée avec ces déclarations extrêmement graves. Et on voit une instrumentalisation de la question antisémite par le Premier ministre israélien à des fins politiques, en réalité, pour faire pression sur la France pour ne pas aller vers la reconnaissance de l'État palestinien. Et on voit les mêmes tensions et les mêmes accusations qui ciblent l'ensemble des responsables internationaux et occidentaux lorsqu'ils annoncent ou ils émettent des critiques vis-à-vis d'Israël ou lorsqu'ils annoncent la reconnaissance future d'un État palestinien. Ils sont systématiquement taxés d'antisémitisme. Il s'en est pris aussi à l'Australie. Exactement. La France. Trump adoube, pour terminer, Netanyahou. Est-ce que c'est lui qui pourrait l'arrêter? Il peut aller jusqu'où, Netanyahou? À l'heure actuelle, on pense que c'est plutôt Trump qui a le pouvoir en réalité de mettre fin, en tout cas d'exercer une certaine pression sur le Premier ministre israélien, mais cette pression, on ne la voit pas réellement. Dernièrement, Trump a déclaré que le choix de la guerre, il le laissait à Netanyahou par rapport à Gaza. Mais donc, peut-être qu'ils peuvent intervenir au niveau des négociations, parce que là, le plan qui a été accepté par le Hamas, d'après les émissaires qataris, c'est quasiment le plan qui a été proposé par l'envoyé spécial américain Witkoff. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite pression dans ce sens, mais on ne la voit pas. Tous les signaux qui sont envoyés, en réalité, vont dans le sens inverse. On a vu, par exemple, hier, des sanctions qui ont été adoptées contre des juges de la Cour pénale internationale, notamment un Français. Merci beaucoup, Bassem Laredj, d'être venu ce matin nous voir, président fondateur du cabinet de conseil Aman Risk Consulting.